La CFE, votre sécurité sociale jusqu'au bout du monde. De retour sur le plateau des 24 heures chrono de l'International, nous sommes en direct des studios de TV5 Monde. Il est 14 h outre-Manche, l'heure de partir à la découverte de Dublin, capitale et plus grande ville d'Irlande. Alors Dublin attire pour son quartier, Temple Bar, la réputation n'est plus à faire, mais également pour son attractivité, notamment fiscale. Alors pour parler de toutes ces opportunités d'affaires, notamment, j'ai le plaisir d'accueillir Anne-Marie Tierney-Leroux. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directrice d'IDEA Irlande Europe. Oui, à Paris donc, dont le siège est à Paris. Oui. Et Vincent Williams, bonjour. Bonjour. Vous êtes vous directeur opérationnel chez ITS. Correct. Voilà, et vous êtes à Dublin, basé à Dublin. Basé à Dublin. Depuis plusieurs années maintenant. 9 ans. 9 ans. Et puis nous avons la chance également d'avoir Philippe Ray avec nous via Skype. Vous êtes chargé d'affaires à l'ambassade de France à Dublin. Monsieur Ray, vous nous entendez ? Oui, bonjour. Bonjour. Tout d'abord, une première question, Monsieur Ray. J'aurais souhaité savoir quel est l'état de la présence française à Dublin et en Irlande. Et puis aussi, combien d'entreprises françaises sont implantées maintenant en Irlande ? On estime la communauté française en Irlande à environ 20 000 personnes, 20 000 Français, dont un peu moins de la moitié sont immatriculés au consulat. Cette population est relativement jeune, environ 45% ont entre 25 et 40 ans, et on constate que cette communauté a évolué en même temps que l'Irlande se développait, le développement économique dont vous parliez tout à l'heure, dans la mesure où elle a doublé en 10 ans et quadruplé en 20 ans. On constate également que la moitié de cette population, de cette communauté, est en Irlande depuis moins de 5 ans. Donc il y a une moitié, un socle assez stable, et puis pour le reste, c'est un turnover assez important. Donc une population jeune qui travaille, qui est attirée aussi par les entreprises qui se développent en Irlande. Alors s'agissant des entreprises françaises particulièrement, il y a près de 350 entreprises françaises qui emploient 12 000 personnes et qui ont un chiffre d'affaires global cumulé de 4,5 millions de milliards d'euros à peu près. Très bien, merci beaucoup Monsieur Ray. Alors justement, donc, de nombreuses entreprises françaises ont déjà élu domicile à Dublin. Quel est l'attrait de Dublin pour ces entreprises françaises, concrètement ? Oui, je pense qu'en Irlande, les sociétés françaises, ils trouvent là-bas d'abord un pays accueillant, innovant pour eux, quand en fait ils regardent les investissements. Surtout, ils trouvent une main-d'œuvre assez jeune, polyvalente, flexible. Il faut dire que l'Irlande est bien classée par les classements mondiaux, en fait. Donc, c'est le premier dans le monde pour la flexibilité de la main-d'œuvre. Et évidemment, on a aussi un régime très attractif au niveau de la fiscalité. Oui, c'est ça. Il y a un taux d'imposition sur les sociétés qui est véritablement bas par rapport à celui
celui qu'on connaît en France, qui est à peu près de 34% en France. Oui. En Irlande, il se situe autour de combien? 12,5 en fait. Mais 12,5. c'est pas la seule raison en fait pour laquelle les sociétés françaises regardent l'Irlande. En fait, il y a plusieurs raisons. Mais c'est vrai que ça fait partie de l'attractivité de l'Irlande, en gros, pour les sociétés françaises. Vincent Williams, alors vous, justement, vous gérez la filiale ITS donc à partir de Dublin. Pourquoi vous êtes implanté à Dublin, finalement? On va revenir sur ces deux points-là. Le taux d'imposition, donc pour confirmer, c'est bien 12,5% et c'est le plus bas d'Europe. Ensuite, cette main-d'œuvre également qui est jeune, dynamique, disponible et hyper flexible. On peut embaucher quelqu'un sous une semaine et il peut débuter. Et il y a beaucoup moins de papiers qu'on va avoir en France ou dans d'autres pays d'Europe. Quels sont les conseils qu'IDEA Irlande donne aux entreprises françaises qui souhaitent partir à Dublin? En fait, ce qu'on offre, c'est une service... Vous êtes juste brièvement, excusez-moi, je vous coupe la parole, mais juste pour resituer, vous êtes la seule agence en fait qui gère le départ des entreprises françaises vers l'Irlande, c'est ça? Oui, c'est ça. Pour les sociétés en fait qui sont basées dans le monde, en fait. Donc nous, on gère ça. Et en fait, si une société travaille avec IDEA Irlande pour l'investissement, en fait, ils ont après évidemment le tampon de l'État, le feu vert en fait pour travailler. Ça simplifie les démarches. Oui, absolument en fait. Et aussi, ça aide par exemple les étapes pour trouver des salariés. Et pour retourner à votre question pour les conseils qu'on donne aux sociétés, en fait, on est un service tout un an, en fait, un lien incontournable, on peut dire, pour les sociétés. En fait, ils créent les liens, on donne des conseils pour l'investissement, l'implantation là-bas. On crée les introductions, en fait, par exemple, avec les autres interlocuteurs là-bas, par exemple, les cabinets d'avocats, les cabinets... pour en fait trouver des immobilières, en fait tout ce qu'une société cherche, en fait on arrive avec des solutions en fait directes pour eux. D'accord. Et vous avez l'impression aujourd'hui qu'il y a une évolution positive justement des entreprises françaises qui souhaitent partir en Irlande? Oui, en fait, il faut dire qu'on a toujours eu en 2013 une augmentation des demandes d'infos de la part des sociétés françaises qui veulent regarder à l'extérieur de la France pour leurs activités de valeur ajoutée. Et c'est vrai, avec les chiffres que Philippe Rey a indiqués, que c'est un marché très important pour nous. En fait, la France représente le 4e pays le plus important pour les investissements directs en Irlande. Donc, pour nous, c'est très important. D'accord. Puis, il y a un grand nombre d'autres entreprises qui sont présentes sur place, qui peuvent attirer d'autres entreprises. On a tous les grands groupes IT des États-Unis alors qui sont justement, présents. ça, on va en parler. Oui. On va en parler, mais avant, on va écouter Gonzague de la Loubie nous parler justement de l'intérêt pour un entrepreneur français de s'installer en Irlande. On l'écoute. L'intérêt pour un entrepreneur de s'installer en Irlande est une grande fluidité dans le traitement des projets, ce qui permet un démarrage de l'activité beaucoup plus rapide. Également au niveau du coût des charges salariales qui est beaucoup moins élevé qu'en France, à peu près 20% pour les petits et moyens salaires, ce qui permet d'embaucher plus pour l'entreprise et d'avoir un plus grand effectif. En général, malgré le coût élevé de la vie, il y a une rémunération plus importante. Deuxième avantage, les impôts sont pris à la source. Et troisième avantage, surtout pour les jeunes Français qui débarquent, c'est-à-dire que les paiements sont effectués par semaine. Nous ne sommes qu'à 1 heure d'avion de Paris. Donc de nombreux attraits pour les entrepreneurs français. Comme vous le soulignez juste avant la vidéo, effectivement, il y a des grands groupes, même américains, qui se sont implantés à Dublin, Google, Facebook, Twitter. Ils sont tous là. Alors, quels sont les secteurs porteurs, justement ? Oui, en fait, il faut dire que tout ce qui concerne l'Internet, les services commerciaux de l'Internet, par exemple, on a 9 sur 10 des sociétés born on the Internet, on dit maintenant, en fait, qui sont déjà là-bas. 9 sur 10 des sociétés pour le secteur, tout ce qui concerne la haute technologie. Donc, en fait, ils se trouvent là-bas dans un milieu assez créatif et innovant. Et en fait, déjà, il y a 1000 sociétés qui sont implantées là-bas. Et la plupart des sociétés, il faut le dire, c'est des sociétés américaines. Donc, ça crée une base très attractive pour les autres sociétés et évidemment pour les sociétés françaises qui veulent regarder à Dublin, qui veulent regarder ce qui se passe à Dublin, en fait, et de refaire ça pour eux-mêmes. D'accord. C'est très attirant. Rentrer dans le sillage, en fait, de ces grandes entreprises. C'est un tremplin, effectivement, de créativité. C'est un tremplin pas juste pour l'Europe,
Même si si l'Irlande est au cœur de l'Europe, c'est un tremplin vers le monde entier, en fait. D'accord. Et est-ce qu'on peut parler justement de tremplin également vers les États-Unis, finalement? Oui, bien sûr. En fait, il y a pas mal de sociétés, y compris Google, Facebook, Yahoo, comme on avait parlé, en fait, qui gèrent des activités globales de Dublin. Donc, c'est ça qui est important. Ce n'est pas juste pour le marché européen. Donc, dans cet environnement anglophone, en fait, les sociétés américaines gèrent des activités globales. Vincent, donc, c'est ça qui est très important à noter. D'accord. Vincent Williams, vous avez cette même appréhension du marché? On parle souvent de la Silicon Valley, l'Irlande, mais je pense qu'on oublie un petit peu le secteur de la pharmaceutique, qui représente 60 milliards d'exportation à elle toute seule de produits pharmaceutiques et qui vend via tous ces groupes 7 des 10 médicaments les plus vendus au monde. Voilà, donc 7 des 10 médicaments les plus vendus au monde sont produits en Irlande. Et donc, comme je dis, c'est 60 milliards d'euros. Alors, est-ce qu'on peut parler de niche finalement pour les entreprises françaises? Est-ce que ce n'est pas déjà des secteurs qui sont bien développés? Est-ce qu'il n'y aurait pas d'autres niches sur lesquelles pourraient intervenir les entreprises françaises? Depuis 2 ans, on a vu quand même, des sociétés qui sont liées avec l'Internet et les services commerciaux de l'Internet, vente en ligne, après-vente, les centres d'appel, en fait, des sociétés qui cherchent des gens qui sont polyvalentes, mais aussi qui parlent plusieurs langues. Et ça, les sociétés françaises peuvent facilement trouver à Dublin. Avant, c'est vrai que c'était toujours un peu équilibré entre les secteurs. Mais pour l'instant, les secteurs porteurs, en fait, c'est tout ce qui concerne l'Internet. L'Internet, d'accord, très bien. Merci beaucoup. On se retrouve après une courte page de publicité pour parler des modalités d'implantation des entreprises à Dublin. À tout de suite. De retour sur le plateau des 24 heures chrono de l'International dédié à la ville de Dublin. Cormac Little, bonjour. Bonjour, merci de m'avoir invité. Il n'y a pas de quoi. Vous nous avez rejoint sur ce plateau. Vous êtes avocat d'affaires pour le cabinet William Fry. Tout à fait. Voilà. Alors, juste avant de parler des modalités d'implantation des entreprises, nous avons également Philippe Ray avec nous via Skype. Vous souhaitiez nous dire un mot? Je voulais compléter le débat de vos invités en précisant parmi les secteurs dignes d'intérêt pour les entreprises françaises l'agroalimentaire, le secteur de l'eau, les énergies renouvelables, l'environnement, qui sont en plein développement et pour lesquels nous avons des intérêts communs avec les Irlandais. Et pour compléter ce que disait Mme Tierney-Leroux, nous avons en collaboration avec nos amis irlandais un dispositif d'aide aux entreprises, aux exportateurs, et ça fait partie de notre diplomatie économique. UbiFrance, par exemple, qui accompagne les entreprises, qui est présente à Dublin et qui peut les assister dans leur démarche, dans la prospection, y compris avec des VIE, des volontaires internationaux en entreprise, que UbiFrance peut accueillir et qui sont des prospecteurs ou des précurseurs pour l'installation d'une entreprise avant son installation en tout cas. Et je pense que tous ces dispositifs sont complémentaires. D'accord, très bien. Merci beaucoup, Monsieur Ray. Alors justement, Cormac Little, vous êtes spécialisé, vous, dans l'implantation des entreprises en Irlande. Quelles sont les formes de sociétés que vous conseillez aux Français? D'abord, en tant que pays qui est réputé pour attirer
investissement international, l'Irlande est un moyen facile, je dirais, de créer des entreprises. Le plus usé, le plus utilisé, c'est le SARL, SRL ou Société à responsabilité limitée. Oui. Et c'est... Alors vous dites facile, pourquoi? Parce que la création est rapide déjà? La création est très rapide, maximum 5 jours ouvrables, voire une semaine. Ça ne coûte pas trop cher. Combien? 300 € maximum avec les frais professionnels. Donc c'est rapide, c'est efficace. Et donc Vincent va en parler avec son expérience. Alors, justement, vous êtes directeur opérationnel chez ITES, vous avez également monté une entreprise. Tout à fait. C'est ça? Une structure qui s'appelle Premier Payment. Donc on fait du consultant pour la monétique et on souhaite en fait développer des échanges entre l'Irlande et l'Afrique du Nord. D'accord. Et comment ça s'est passé justement cette création d'entreprise? Vous allez peut-être simple, rire. comme dit Cormac Little? Oui, il n'y a pas d'autre terme. Je me suis rendu au CRO, c'est le Company Registration Office, dans le Dublin Centre. J'ai rempli les documents, peut-être 20 minutes. J'ai donné 50 € pour le thème fiscal et une semaine plus tard, j'avais un numéro TVA et puis nous voilà à mon travail. Bien sûr, il faut avoir les statuts, les raisons sociales et le nombre de directeurs qui doivent être ressortissants des pays de l'espace économique européen. D'accord. Mais disons que la procédure juridique en elle-même n'est pas du tout un frein pour s'implanter à Dublin. Tout à fait, correct. Les procédures administratives, c'est pareil? Oui, c'est pareil. Pas beaucoup de choses à remplir? Pas trop de choses à remplir. Il y a quelques formulaires, bien sûr, mais ce n'est pas du tout difficile. Quels sont les formulaires à remplir? Oui, le nom de la société, le nom des directeurs, leur date de naissance, leur adresse, les trucs comme ça. Mais vraiment les choses basiques. Oui, tout à fait. Vous avez de plus en plus d'entreprises, justement, qui viennent, et justement bien parce que c'est facile. Notre cabinet William Fry traite avec des entreprises françaises, mais aussi des autres entreprises internationales et de plus en plus. Même pendant la crise, il y avait des entreprises irlandaises, étrangères, qui se sont implantées en Irlande. Et depuis, espérons la fin de la crise, peut-être on voit la fin de la crise, ça va continuer à s'améliorer, à augmenter dans les mois et les années qui viennent. Philippe Ray, concernant justement cette implantation d'entreprise, pour vous, c'est un des véritables attraits de l'Irlande? Oui, bien évidemment, et les avantages qui ont été soulignés par nos invités sont tout à fait réels. Vous avez insisté sur l'aspect fiscal. C'est vrai que c'est un des éléments qui conduit les entreprises à s'installer en Irlande. Il n'est pas forcément déterminant pour tous, parce qu'il faut préciser qu'il y a aussi des entreprises irlandaises qui s'installent en France. Il y en a une petite centaine. Et parmi les 3 les plus grosses qui travaillent dans l'emballage, le ciment ou les produits électroménagers, ces 3 entreprises à elles seules emploient 8600 personnes en France. Donc si vous comparez avec les 12 000 qu'emploient les 350 sociétés françaises en Irlande, vous voyez que l'aspect fiscal, si vous voulez comparer la France et l'Irlande, n'est pas forcément déterminant. Il y a des tas d'autres paramètres comme les infrastructures, la taille du marché et d'autres éléments qui conduisent donc aussi des entreprises, de grandes entreprises irlandaises à s'installer en France. Très bien, oui bien sûr. Vraiment des relations bilatérales. Très bien, alors tout de suite on va écouter David Loyer, CEO pour Text Me a Drink, nous parler des différences culturelles entre les Irlandais et les Français. Alors, les différences culturelles notables en Irlande, ce sont le positivisme. Les anglo-saxons et les Irlandais particulièrement sont très positifs. Tout est amazing, fantastique. Et donc, c'est très agréable. Ça doit être lié au langage, puisque même dans les emails, quand on les écrit, c'est très simple. C'est hey, hi, regards, et c'est tout. Et donc, comparé à la France où on ne sait jamais quand il faut dire monsieur, madame, mademoiselle, bien cordialement, etc., ça va droit au but. Ça, c'est très agréable. Et le deuxième point, je dirais, c'est que tout se passe beaucoup dans les bars, en fait. Après les heures de travail, on va boire des coups avec son patron, on va trinquer et la hiérarchie disparaît complètement. Et également au niveau business, on dit qu'en Irlande, on fait les affaires dans les bars ou sur le terrain de golf. Donc un vrai positivisme des Irlandais. Vincent Williams, vous l'avez ressenti comme ça quand vous avez commencé à travailler avec les Irlandais? Oui, en effet, c'est vrai qu'ils sont c'est simple d'approche. Oui, l'approche est très simple. Par contre, je pense qu'il y a un point que David ne souligne pas complètement, c'est qu'on peut communiquer facilement avec les Irlandais, mais il est indispensable d'avoir un réseau d'Irlandais qui vont vous faire
rencontrer d'autres personnes. Sans l'aide d'un Irlandais, dans les différents secteurs d'activité, que ce soit pharmaceutique, agroalimentaire ou bancaire, il vous faut un Irlandais sous son aile. Peut-être une seconde chose à préciser également, c'est que bien que les Irlandais soient peut-être très faciles, peut-être que même si c'est facile d'approcher un Irlandais, comme David Loyer disait, tout est amazing, mais peut-être qu'il faut se méfier, non, aussi de ce positivisme. C'est peut-être aussi une façade, non? Qu'en pensez-vous en tant qu'Irlandais, justement? En tant qu'Irlandais, ça dépend, mais c'est vrai que je suis tout à fait d'accord avec David et Vincent. On est un pays qui est très informel, on utilise les prénoms, pas les noms de famille. Mais c'est vrai qu'il faut prendre du temps parce que de connaître les Irlandais. Donc bon, je dis pas qu'il faut rester prudent quand même. Prudent. Oui. Prudent, oui. Je crois que c'est là. Je crois que ça, c'est la solution. D'accord. En matière de droit du travail, comment est-ce que ça se passe pour embaucher du personnel irlandais? Oui, en tant que pays membre de l'Union européenne, on a les mêmes protections sociales que les autres pays de l'Europe. Donc, et comme vos vidéos ont montré, c'est assez facile d'embaucher. Les coûts salariaux? Les coûts salariaux ont baissé depuis les années de mousse, depuis l'essor économique irlandais de la dernière décennie. Je crois que c'est à peu près la même qu'en France, mais ça dépend des secteurs, surtout ça dépend des secteurs. Vous avez été amené à embaucher du personnel? Oui, bien sûr. Oui. Oui. Ça s'est passé à chaque fois. Très simple. C'est rapide. Oui. Et bien, même mon premier emploi, j'ai été beaucoup plus flexible, j'imagine, en plus. Oui, très flexible. Et pour prendre mon exemple personnel, mon premier emploi en Irlande, donc j'arrive en novembre et en décembre, le 26 décembre au matin, je reçois un email. On veut me rencontrer le 27 et on m'embauche le 29. D'accord. Voilà. Donc j'ai passé. Il faut être réactif. Oui. Il faut être présent. Par contre, vous pouvez être débauché de la même manière, non? Bien sûr. Assez rapidement. Bien sûr, oui. Un mois de préavis, 3 mois, ça dépend de votre contrat, mais c'est la loi. Et ça marche comme ça. D'accord, très bien, parfait. Monsieur Ray, vous voulez intervenir sur ce sujet-là? Oui, pour signaler qu'effectivement, je confirme ce qu'ont dit vos invités. Ce qui frappe pour un Français en arrivant ici, c'est un peu un choc culturel. On est dans le monde anglo-saxon. Le côté informel, évidemment, est très appréciable. Les Irlandais sont des gens tout à fait charmants, mais ils sont aussi d'excellents, donc de redoutables hommes d'affaires. Et je crois que le conseil qui a été donné est à souligner, de s'adjoindre les services de conseil irlandais qui connaissent bien le marché, les réseaux, parce que les Irlandais fonctionnent beaucoup en réseaux qui nous échappent en tant qu'étrangers, qui sont liés parfois à l'école d'origine, au village d'origine. Et il est très important d'avoir donc des conseils, des directeurs dans les entreprises ou des collaborateurs en tout cas proches qui soient aptes à conseiller et à guider nos entreprises françaises. Très bien, merci beaucoup. On va se retrouver maintenant après une courte page de publicité. Quand McLittle, vous nous quittez. Merci à vous d'avoir été présents sur ce plateau. Et on pourra aborder donc la sortie de crise de l'Irlande. À tout de suite.
De retour sur le plateau dédié à la ville de Dublin, Laurence Elaili, bonjour, vous nous avez rejoint sur ce plateau. Bonjour. Vous êtes fondatrice de Génération Irlande, c'est ça? Exactement, c'est une association qui vient en aide aux Français expatriés. D'accord, et donc ça fait 4 ans que vous êtes... Bientôt 5 ans. Bientôt 5 ans que vous êtes... bientôt partie du socle des Français qui restent. Bon, très bien. Alors, on en parlait juste avant la publicité, justement, de cette sortie de crise de l'Irlande. Alors, comment est-ce que ça se traduit? Est-ce que vous avez vraiment l'impression que l'Irlande est en train de sortir de cet imbroglio? Oui. Alors oui, moi j'ai tout à fait l'impression que l'Irlande se remet. Alors l'Irlande, n'exagérons pas, ça n'est pas en train de devenir la nouvelle locomotive de l'Europe. Bien évidemment, ils ont vécu une crise qui a été très pénible et très difficile à supporter, qui a laissé de nombreuses traces, des traces sociales, des traces politiques, qui a beaucoup éprouvé les Irlandais, qui ont dû faire d'énormes efforts. Par exemple, ils ont dû revenir sur le SMIC horaire, ce qui a été un effort qui a été particulièrement important. Il y a de nouvelles taxes qui ont été créées, il y a une fiscalisation maintenant des retraites, énormément de sacrifices que les Irlandais ont dû faire. Et puis je pense que le sacrifice principal que les Irlandais ont dû faire, c'était de se mettre sous aide économique de l'Europe. Ça, je crois que c'était très difficile. Là, ils sont sortis du programme de Bruxelles, justement. Tout à fait. Au contraire du Portugal qui est encore, l'Irlande, elle, est sortie du programme. C'est le premier pays de l'Europe à être sorti du programme, ce qui en fait un exemple pour les pays qui sont encore sous assistance. D'accord. Alors, comment elle se présente, cette sortie de crise? Et la consommation reprend, les affaires reprennent? Oui, les affaires reprennent. Bon, il ne faut pas oublier, les affaires reprennent en Irlande. C'est un petit marché, donc les entreprises ne vont pas forcément faire 80% de leur chiffre d'affaires sur l'Irlande. Mais c'est des faits. On commence à avoir des grues à nouveau, donc c'est-à-dire que la construction se reprend. Il y a l'emploi, il y a la consommation qui reprend. Je peux prendre un exemple tout simple de Intel, donc, qui est une structure IT en Irlande, qui offre aujourd'hui à des jeunes qui n'ont pas d'emploi, qui leur offre de les envoyer à l'école, payer pour leurs études, et derrière, il faut qu'ils travaillent pour eux. Donc, c'est 6 mois de travail et 6 mois à l'école. Tout ça cautionné par Intel. Et aujourd'hui, Intel qui offre 400 emplois à des jeunes dans ces situations-là. Donc, c'est un signe. Un signe de reprise. Ouais. Philippe Ray, justement, à ce sujet-là, comment est-ce que vous appréhendez les choses à l'ambassade de France? Oui, je confirme que cette réussite, c'est une vraie réussite, parce qu'en 3 ans, l'Irlande est sortie de cette crise très profonde, bancaire, des finances publiques. Nous voyons des signes de reprise, effectivement, qui accompagnent cette sortie de crise qui est intervenue fin décembre. Mais je crois qu'il faut quand même différencier Dublin du reste du pays. À Dublin, la reprise est perceptible, dans le reste du pays, un peu moins. Le chômage des jeunes reste très élevé, un des plus élevés d'Europe. Il y a une très forte émigration également. On a parlé de 300 000 personnes qui ont quitté le pays depuis la crise, donc beaucoup reste à faire, y compris dans le domaine de l'assainissement bancaire. Néanmoins, il faut souligner cette formidable réussite qu'on n'imaginait pas en 2010, et c'est un succès pour l'Irlande et aussi pour l'Europe. Très bien, merci beaucoup, Monsieur Ray. Alors justement, donc l'Irlande est en train de repartir, mais alors comment se traduit Dublin? Comment est-ce qu'on peut décrire la ville de Dublin? Alors c'est ce que nous explique Philippe Millou. Il nous donne son point de vue là-dessus. On l'écoute. C'est une ville dans laquelle je me suis senti extrêmement rapidement à l'aise chez moi. En fait, c'est une ville extrêmement vibrante. D'abord, c'est la ville capitale de l'UNESCO de la littérature. C'est aussi une ville extrêmement attirante dans de nombreux points. L'eau, on est ici sur la rivière Liffey, et si on prend une voiture, on est très rapidement au bord de la mer, et avec des paysages dans le Wicklow, par exemple, qui sont à peu près 40 minutes de voiture d'ici. Donc une ville en tout point addictive, je dirais. Voilà. Marie-Hélène Poudevigne, bonjour. Bonjour. Vous nous avez rejoint sur ce plateau. Vous êtes présidente de l'UFE Irlande. C'est bien cela, oui. Voilà. Vous, ça fait 20 ans que vous habitez en Irlande. Oui. Alors, quelle est l'évolution de cette ville? Comment est-ce que vous l'avez appréhendée? Alors, comme le dit parfaitement Philippe Millou, c'est une ville très vibrante. Les boutiques, les pubs, les restaurants ne désemplissent pas. Et ça fait d'ailleurs l'étonnement du visiteur, hein, alors que tout le monde sait que l'Irlande traverse une crise. Hein. Je dirais que l'Irlande d'aujourd'hui est bien différente de l'Irlande d'avant la période du tigre celte, comme l'avait surnommé le Premier ministre irlandais de l'époque. Et donc ce booming a apporté beaucoup d'aisance et de bien-être au pays. Il a apporté également une variété de loisirs, de services
de biens de consommation qui n'étaient jusqu'alors pas disponibles sur le marché irlandais. D'accord. Donc plus d'opulence peut-être, mais alors un coût de la vie par contre qui reste cher, non? Oui. Alors, si je pouvais juste rajouter quelque chose à ce que vous avez dit tout à l'heure, et je suis entièrement d'accord avec vous, c'est le fait que Dublin, en plus d'être une ville vibrante, est une ville multiculturelle. Si vous descendez Grafton Street, qui est une des artères les plus connues de Dublin, vous allez entendre parler toutes les langues. Quand vous êtes en Irlande, quand vous êtes à Dublin, vous êtes en Irlande, mais vous êtes aussi un peu dans le monde. Et c'est ce qui est merveilleux en Irlande. Concernant le coût de la vie, oui. Le coût de la vie est relativement élevé, c'est-à-dire qu'il est plus élevé qu'à Paris. Mais c'est compensé par les salaires qui sont eux aussi plus élevés. Alors après, au niveau des transports, un titre de transport pour prendre le Dart, l'Oise ou bus est effectivement plus élevé qu'à Paris. Maintenant, combien coûte un titre de transport, par exemple? Ça, tout dépend de l'heure à laquelle vous le prenez, de l'endroit auquel vous allez, donc c'est très variable. Il est à 2,60 le ticket de bus actuellement. D'accord. Et un titre de transport mensuel pour un adulte est dans les 220 €. Et pour l'étudiant, malheureusement, il n'y a pas vraiment de tarif très préférentiel pour les étudiants. Il faut qu'ils comptent sur 140 € par mois. Donc, parfois, l'étudiant va peut-être trouver un logement à l'extérieur de Dublin moins cher, mais il faut qu'il tienne en compte le fait qu'il aura des frais vraiment importants de transport. Alors, il n'y a pas que le transport, il y a également les soins de santé, j'imagine. Oui. Alors là, je crois que c'est vraiment le point noir de l'Irlande. C'est vraiment les points de santé. C'est-à-dire que les soins de santé sont beaucoup plus chers qu'en France, d'une part, et d'autre part, les délais d'attente aux urgences de l'hôpital public sont très importants. Moi, il m'est arrivé personnellement de patienter 19 heures avec un jeune Français expatrié qui avait des problèmes rénaux assez graves à l'hôpital public irlandais. Récemment, je suis intervenue lors d'une conférence pour Médecins sans frontières Irlande, et donc à cette occasion-là, j'ai rencontré des médecins irlandais. J'ai évoqué ce problème avec eux et ils ont tous reconnu qu'effectivement l'Irlande avait de gros progrès à faire concernant donc l'accessibilité aux soins de santé et la couverture sociale qui va avec, parce que les soins sont très mal remboursés. Ça, c'est le gros point noir. Donc, bien sûr, comme conseil, de dire aux Français d'avoir une assurance privée. Je recommanderais en effet une assurance médicale privée, parce que si vous avez besoin d'aller voir un spécialiste, vous consulterez ce spécialiste sous 15 jours et tous les soins s'en suivront, alors que si vous allez publiquement à l'hôpital ou chez votre généraliste même, vous serez mis sur une liste d'attente et avec un peu de chance, peut-être 3 ans plus tard, vous recevrez un rendez-vous chez le spécialiste. D'accord, point noir. Alors peut-être un autre point noir également à Dublin, le logement. On écoute tout de suite Isabelle Wallet nous en parler. On demandera en général 6 semaines de caution pour parer les éventuelles dégradations causées. Attention, pour toute démarche administrative, il vous faudra être muni du PPS number. Alors le PPS number, est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu quel est ce terme? Oui, alors le PPS, le numéro PPS, en fin de compte, c'est un numéro d'identification personnelle d'accès aux services publics. Alors, il vous est donné d'office quand vous travaillez en Irlande, quand vous percevez une allocation sociale, ou bien quand vous êtes né en Irlande après 1971. Sinon, vous pouvez l'obtenir très facilement sur place, enfin en vous rendant dans un service de protection sociale et en produisant votre document d'identité et un justificatif de domicile. D'accord, très bien. Alors, concernant le logement, justement, est-ce que c'est cher de se loger à Dublin? Oui, alors oui, c'est cher. D'autant plus que la population est jeune en plus, donc ça va être d'autant plus compliqué. Voilà, à titre d'exemple, pour un T3 en centre-ville, côté sud de la Liffey, donc Dublin 2, un T3, il faut compter 1 500, 1 600 € par mois. Donc ça peut être un petit peu élevé. Alors c'est pour ça que la colocation se développe énormément. La colocation est très répandue. Alors d'une part parce que les loyers sont chers, et d'autre part parce que la ville se développe beaucoup plus rapidement que la construction. Alors, on se retrouve... Vous voulez dire il y a une croissance de la démographie qui est plus importante que la construction? Tout à fait. On attend, je crois, 1 million de personnes en centre-ville d'ici une dizaine d'années. Enfin, c'est un chiffre qui est très important, qui était inenvisageable il y a encore quelques années en Irlande. Et puis aujourd'hui, on y fait face. Et le logement, malheureusement, ne suit pas encore. Il y a des quartiers prisés par les Français ou des quartiers à éviter? Écoutez... Personnellement, à une époque, j'aurais déconseillé les quartiers nord, mais en fin de compte, c'était les méconnaître. Les quartiers nord sont pleins de vie, très vibrants, beaucoup de petits commerces de proximité, de jolis parcs, des ruelles bordées de petites villas géorgiennes, mitoyennes. Donc,
Et puis aussi, il n'y a pas de problème de sécurité justement dans certains quartiers. J'ai envie de dire, vous savez, dans tous les quartiers, il peut y avoir des incidents. Et j'ai envie de dire, c'est peut-être toujours le même problème, c'est être au mauvais endroit, au mauvais moment. D'accord, mais pas de quartier justement connu pour être pas très sécurisé. Oui, c'est vrai que les quartiers nord ont une très mauvaise réputation. Bon, alors, il y a certainement une limite dans les quartiers nord à ne pas dépasser. Au-delà d'une certaine rue, peut-être éviter d'aller un petit peu plus haut pour se loger. Mais je connais beaucoup de Français qui habitent les quartiers nord. Et ce sont des quartiers très vivants et très dynamiques et peut-être authentiques. D'accord. Alors, un mot brièvement sur la scolarité quand même. Il existe un lycée français à Dublin. Quels sont les autres programmes ? Vous êtes maman, je crois, d'un jeune enfant. Vous avez choisi le système français ou le système local ? Moi, je choisis le système local. Alors, pour plusieurs raisons. C'est qu'il y a un seul lycée français en Irlande, mais je vais laisser Marie-Hélène s'exprimer à ce sujet-là. Il y en a un seul et il est compliqué de rentrer dans le système français. Il est dans le sud, il est loin de mon domicile et ça ne marche pas. Puis en revanche, je trouve beaucoup d'avantages au système irlandais, qui est un système qui est très personnalisé pour les enfants et qui propose vraiment une éducation à la carte pour les parents. D'accord. Ce qui n'empêche pas de continuer à s'intéresser à la culture française, notamment, moi je le fais à travers mes activités associatives. J'organise régulièrement des débats entre les universités, que ce soit Trinity College notamment, où j'ai organisé pas mal de choses, et des universités de Galway et de Cork. J'organise tous les ans des voyages pour les Français et les Irlandais qui le désirent, donc en France à la rencontre de nos institutions. Donc on va visiter le ministère des Affaires étrangères. Donc on peut vraiment être dans le système local et en même temps continuer de suivre Tout à fait. Et je pense que c'est l'activité culturelle française. Je pense que c'est important de le faire. D'accord. Et concernant justement le système français, vous développez également des programmes flammes, c'est ça, à Dublin ? Oui, c'est vrai. Ça peut être un avantage pour certaines familles. Absolument, parce que dans ce contexte de mobilité internationale croissante des Français, ils sont, d'après le dernier rapport de la Maison des Français de l'étranger, ils sont plus de 1 600 000 connus des consulats. Et donc, des parents souhaitent trouver d'autres projets éducatifs. Et c'est pour cette raison que j'ai donc créé des programmes Flammes en Irlande. Alors, ces programmes relèvent de l'Agence de l'enseignement du français à l'étranger, qui elle-même dépend du ministère des Affaires étrangères. Et ils permettent donc aux enfants francophones de continuer la pratique de la langue française et puis le contact avec notre culture. Alors, je tiens quand même aussi à souligner qu'ils sont donnés dans un contexte extrascolaire et ne sauraient se substituer au programme officiel. Et si vous le permettez, j'invite les Français donc désireux de faire suivre des cours de français à leurs enfants de me contacter et bien volontiers je les conseillerai pour monter des programmes ou pour leur démarche. D'accord, très bien. Merci mesdames. On va conclure avec Philippe Ray. Si vous êtes toujours avec nous, quel serait votre mot de conclusion à destination des Français, s'il vous plaît ? Je suis toujours là, effectivement. Écoutez, je crois que tous vos invités ont dit l'essentiel. Il faut quand même insister sur le fait que l'Irlande est un pays extrêmement accueillant, que c'est une expérience tout à fait exceptionnelle, notamment pour les jeunes Français, que c'est un marché pour les entreprises. Cet accueil unique qui est à 1h30 d'avion, qui est une porte ouverte aussi pour les entreprises sur le Royaume-Uni et plus largement le monde anglo-saxon, est tout à fait digne d'intérêt. Et méritait que vous lui consacriez cette émission, à mon avis. L'ambassade de France et ses services sont à la disposition des Français et des entreprises qui souhaitent avoir des informations ou s'installer. Voilà pour ma conclusion. Merci beaucoup Philippe Ray, merci à vous, merci à tous nos invités présents sur ce plateau d'avoir été avec nous. Tout de suite, ou en tous les cas à 16h, retrouvez une émission consacrée à Buenos Aires. Au revoir.